Chers auditeurs, bonjour, Monsieur V, toujours au rendez-vous avec Jean-Michel Vernochet pour le 81e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour à vous, Monsieur Vernochet. Oui, bonjour à vous, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. En ce gris, nous sommes à l'automne, puisque le 21 septembre, le solstice, pas le solstice, l'équinoxe est passé et nous nous enfonçons dans les ténèbres hivernales. Maintenant, il faut voir de quelle nature seront ces ténèbres, si on aura vraiment froid, vraiment faim, ou si les Occidentaux vont continuer à déconner dans les grandes largeurs comme ils le font actuellement. Et oui, nous sommes en droit de le craindre lorsque l'on s'attarde sur l'actualité qui est encore une fois dense et très, très complexe. Alors nous sommes là pour la défricher, si j'ose dire. Et donc sans plus tarder, attaquons, disons, par le grand sujet du moment, l'Ukraine et la Russie. La guerre se poursuit, il y a eu de nouveaux rebondissements, donc une attaque terroriste en mer Baltique, si je ne m'abuse. Alors, il y a une attaque en mer Baltique, et c'est une attaque terroriste contre, apparemment, vous savez, il y a deux gazoducs qui sont jumelés, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Apparemment, ce serait contre Nord Stream 2, par 100 mètres de fond. On a noté les sismographes deux très fortes explosions sous-marines. Et comme par hasard, le Nord Stream 2, le gazoduc, a été éventré. Alors immédiatement, le cœur des vierges et le cœur des pleureuses s'est déchaîné sur les médias, qui sont extraordinaires. Hein. Je vous recommande, enfin, vous ne pouvez pas décrypter, parce qu'il faut avoir le temps, il faut être retraité, avoir le temps de suivre l'actualité pas à pas. Mais le BFM TV bat absolument tous les records. On n'a plus actuellement, moi je suis ailleurs et je regardais la télévision, nos chaînes généralistes via le satellite, et là on n'a plus ni France 1, ni LCI, ni je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils combinent. Ça paraît tout à fait, je n'ai donc plus la TNT. Alors, mais ils sont extraordinaires. Et il faudrait faire un commentaire décrypté. Il faut même, je pense, avoir un logiciel d'inversion de ce qu'ils disent. Alors, pour ce qui concerne cet attentat, qui en est un, parce que personne ne s'expliquerait un accident, les gazoducs ne sautent pas comme ça de façon tout à fait spontanée. Alors il y a une énorme bulle de gaz qui arrive, qui fait 1 kilomètre de circonférence, qui arrive à la surface de la mer. Le survol est interdit parce que le mélange de gaz méthane et d'oxygène devient explosif. Donc ça crée beaucoup de soucis. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nos médias nous disent que c'est les Russes qui se sont eux-mêmes attaqués. Ils ont détruit, ils ont saboté leur gazoduc, qui était encore plein de gaz, même s'il était à l'arrêt, si le gaz ne transitait plus. C'est tout à fait étonnant et tout le monde a l'air de marcher dans la combine et les journalistes reprennent ça en cœur. Alors ça fait penser à l'affaire de la centrale nucléaire atomique de Zaporozhye, qui se faisait régulièrement bombarder au risque que des dépôts de déchets ne soit volatilisé et ne se répand dans l'atmosphère, ce qui constituerait ce qu'on appelle une bombe sale, et c'était les Russes qui se bombardaient eux-mêmes. Mais ça ne dérange pas les journalistes. René Descartes, le philosophe français, avait dit que le bon sens ou la raison était la chose la mieux partagée du monde. Eh bien, je pense que en ce 21e siècle, c'est la sottise, la stupidité et même la servilité aussi qui sont les comportements, les traits psychologiques les plus fréquents. Alors, suite à cela, à cette attaque terroriste, un peu auparavant cette attaque contre les gazoducs, il y avait eu une attaque passée rapidement sous silence, une école russe qui avait fait quand même, je crois, 12, 13, 14 morts, 11 enfants et des dizaines de blessés. Un gars s'était apparemment suicidé, il portait un maillot noir avec une croix gammée rouge. Et on voit bien, on a dû lâcher encore une fois un fou, qu'il ait été sous hypnose ou pas, à lâcher un fou, et pour montrer que, encore une fois,
les nationalistes ou les hyper-nationalistes, enfin ceux qu'on qualifie ainsi, qui pour moi sont simplement des dégénérés et des voyous, sont capables d'aller porter la mort et la guerre en territoire russe, de la Fédération de Russie. Ça rappelle aussi, ça vient après la mort de Daria Dugina, la journaliste, philosophe, fille de l'éminence grise Alexandre Douguine. Alexandre Douguine était-il véritablement une éminence grise, mais c'était une cible symbolique qu'il fallait frapper, éliminer, et c'est vrai que c'était un choc. Ce qui montre bien que le camp occidental, l'OTAN et leur relais ukrainien, bien sûr, on va dire que je suis vendu et inféodé à Moscou, mène une guerre terroriste. Point. Voilà, une guerre terroriste. Oui, on se rend compte que la guerre contre la Russie devient de plus en plus sale, si j'ose dire, et elle commence à atteindre, disons, les civils. Entre cette attaque d'une école, l'attentat contre Daria Dugina, les différents attentats terroristes, c'est une guerre qui est de plus en plus sale. Et dans nos médias occidentaux, on commence à nous parler d'une sorte de retrait de la Russie, de défaite. Donc, qu'en est-il? Est-ce que la Russie est si affaiblie que ça? Alors, c'est ce qu'on raconte sur BFM TV et sur tous ses homologues. Non, la Russie n'est certainement pas si affaiblie que ça. Elle mobilise 300 000 réservistes qui ne sont pas vraiment des réservistes. Ce ne sont pas des jeunes gens qui sont en train de faire leur service militaire, ni les étudiants, contrairement à ce qui est dit. Je vous dis, ils ont un logiciel d'inversion tout à fait extraordinaire et nous devons utiliser un logiciel de décryptage qui va à contrario. Donc 300 000 sur 25 millions de réservistes. Mais c'est un événement, c'est un pas supplémentaire, évidemment, vers la guerre, et même vers la guerre totale. Il faut dire que la ligne de front s'allonge sur plus de 1000 kilomètres et qu'il faut du monde pour tenir cette ligne de front. Et que la fameuse offensive ou contre-offensive ukrainienne qui a enfoncé les lignes russes sur 70 km de large et sur 30 km de profondeur est entrée comme dans du beurre, puisqu'il n'y avait pas de troupes régulières. C'était des milices, des soldats des soldats des républiques populaires, je ne dirais pas autoprogrammées, mais des républiques populaires qui se sont détachées de l'Ukraine, qui se sont déclarées républiques après, en 2014, après que les traités, les accords de Minsk n'aient été jetés à la corbeille, jetés aux orties par Kiev et à la demande et sur instruction de Washington. Voilà, donc ils sont entrés comme dans du beurre. Alors les forces russes qui étaient présentes se sont retirées, mais sans doute pour se redéployer. En tout cas, on ne peut pas dire que si cette bataille a été perdue, ce n'est pas une victoire fabuleuse de la part des Ukrainiens et qu'il faut voir les événements qui viennent. Maintenant, nos médias insistent aussi sur la contestation en Russie du pouvoir poutinien. On appelle à sa démission, certains appellent à son assassinat. Nous n'en sommes pas là. Je pense qu'entre la réalité de terrain, la réalité à Moscou et ce que nos médias nous en disent, il y a plus qu'un abîme, il y a un espace sidéral. On a vu également Poutine, répliquer à sa façon en accordant la nationalité russe à Edward Snowden, chose qui est assez symbolique. Le décret de naturalisation mentionne bien que c'est à la demande de Snowden lui-même. Donc Snowden, on s'en souvient, c'est cet homme qui a divulgué des messages cryptés des services américains, de la CIA, de la NSA, et qui a mis à mal. Donc c'est devenu un criminel. Le lanceur d'alerte, dans certains cas, est un criminel qui mérite, on sait, il sera condamné à plus de 200 années de réclusion, donc il n'en sortira jamais comme un vulgaire éventreur.
Mais dans ces cas-là, ce sont les pires criminels. Dans d'autres, au contraire, ils sont encensés. Le monde dans lequel nous vivons est proprement schizophrénique. Le blanc devient noir et vice-versa. Et voilà, donc Snowden, maintenant est russe, il est plus extradable, il ne peut plus y avoir de marchandage et il est protégé à vie, sauf qu'il faut qu'il apprenne le russe. Ça, c'est sûr. Il l'a peut-être déjà fait, d'ailleurs. Et oui, c'est la manière un petit peu à Poutine de répliquer, alors qu'on l'accuse d'avoir l'intention d'utiliser l'arme nucléaire à tout bout de champ. Alors qu'il me semble que c'est plutôt dans les intentions de la première ministre britannique, d'ailleurs Liz Truss, qui a fait une déclaration à ce sujet. La nouvelle ministresse, première ministresse anglaise, effectivement, a fait des déclarations qui sont sans ambiguïté. C'était avant qu'elle n'occupe Downing Street. C'était avant, mais maintenant elle serait peut-être plus prudente. Mais elle nous a bien dit qu'elle était prête à tout. Elle annonçait quelques jours, quelques semaines avant d'arriver, d'être nommée Premier ministre, donc avant la mort de la reine Elisabeth, qu'elle n'hésiterait pas à utiliser l'arme nucléaire, même si cela signifie une annihilation totale. On ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire. Annihilation, ça veut dire destruction absolue, mais de qui? Des Anglais, des Français, de l'Europe. Un missile Sarmat, ces fameux super gros missiles, avec une bombe à hydrogène, ce qu'on appelle la bombe H, de 100 mégatonnes, détruit si elle explose assez haut, à quelques milliers de mètres au-dessus, quelques kilomètres au-dessus du territoire national français, peut le vitrifier en totalité. Donc même chose pour le Royaume-Uni. Ces gens jouent avec les mots. Je parle de Liz Truss, qui est assez extraordinaire pour quelqu'un qui occupe son poste et qui a ses responsabilités. Joue avec les mots, à croire que les mots ne veulent rien dire. Et qu'ils sont prêts à jouer la vie des peuples comme s'ils avaient une mission divine. C'est tout à fait extraordinaire. Qu'on nous consulte par référendum aussi chez nous pour savoir si nous sommes prêts à accepter qu'on aille aux extrêmes, alors qu'officiellement, bon, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, mais il n'y a pas de guerre ouverte, même si l'on sait que les Anglais forment des milliers, voire des dizaines de milliers de combattants ukrainiens rapidement sur leur propre territoire. Nous ne sommes pas en guerre officielle, ouverte, d'abord, il n'y a pas de guerre, il y avait une opération spéciale jusqu'à aujourd'hui, mais cette opération spéciale prend de plus en plus une mauvaise tournure. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur V, la guerre devient de plus en plus sale. Les conventions de Genève, sur les prisonniers ne sont pas respectées. On a vu des vidéos, qui ne les a vues, mais de vraies vidéos, c'est pas les cadavres tombés du ciel qui gisaient dans les rues de Boutcha. On voit des Ukrainiens qui tirent dans les genoux des prisonniers russes ou qui abattent d'une balle dans la tête les officiers. Qui est officier, boum, bang bang, et le prisonnier passait de vie à trépas. Cette guerre est sale, elle est véritablement sale. Elle commence par être sale aussi par ces mensonges qui sont réellement outranciers. Il y a des limites dans la nature à ne pas dépasser. Or là, on a franchi toutes ces limites depuis longtemps. Tous les jours, vous avez pu constater comme moi, pendant tous ces mois de guerre, qui a commencé, je le rappelle, le 24 février dernier, on allait crescendo dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Tous les jours, on en trouvait un. Et personne ne trouvait rien à redire. Et notre bonne presse marchait comme un seul homme. Et on voit aussi de véritables agents de bout de feu dans nos médias qui en rajoutent et qui nous parlent des mensonges
du ministre des Affaires étrangères, qui est un Arménien, le ministre des Affaires étrangères russe, que j'ai regardé dans une conférence de presse à New York, lors de la conférence internationale des Nations Unies, comme j'avais regardé aussi l'intervention qui était courte, 12 ou 14 minutes du président Poutine. Ces gens parlent de façon mesurée, ils parlent presque de façon raisonnable. Que dire, l'hystérie, en tout cas l'hystérie, elle est plutôt du côté de chez nous. Hein. Quand je dis hystérie, c'est aussi l'intransigeance la plus terrible. On est prêt à ne rien lâcher. On veut aller jusqu'au bout. Or, que veut-on? On veut, c'est clair. On le dit, on le répète, ce n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine. La moitié des Ukrainiens, ils sont à moitié russes, si ce n'est les 2/3. C'est pas une guerre civile, c'est une guerre de la Russie contre l'OTAN, plutôt de l'OTAN contre la Russie, c'est-à-dire de l'Occident, qui veulent détruire le concurrent russe, qui veulent le réduire politiquement, qui veulent même sans doute le démembrer, comme il a été question de démembrer l'Irak. L'Irak est de facto démembré. Ça a échoué en ce qui concerne la Syrie, mais ça a été le cas aussi pour la Libye, la guerre. Soi-disant, Monsieur Bernard-Henri Lévy, qu'on voit de nouveau beaucoup sur les médias, qui va parader avec des montages photographiques tout à fait époustouflants, va parader apparemment en Ukraine, il brandit des armes, et Monsieur Bernard-Henri Lévy nous avait dit à propos de la Libye qu'il c'était une urgence absolue humanitaire, il fallait éviter un bain de sang. Mais le bain de sang, on l'a depuis 2011, ça n'arrête pas. Hein, voilà, merci. Et on ne peut pas dire que ces gens aient commis des erreurs. Monsieur Sarkozy a marché aussi dans la combine, Monsieur Kouchner à l'époque, et tous appartiennent au fond à la même famille. Je ne dirais pas à la même tribu, mais en tout cas à la même famille psychologique, idéologique et expansionniste. Alors, que dire d'autre ? Et oui, si vous me permettez, on peut faire un petit crochet en parlant de l'hystérie, justement, dont vous parliez précédemment. On peut faire un petit crochet sur un sujet à peu près parallèle, celui de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, parce que on se rend compte que d'un côté, l'Union européenne, d'un seul, décide de boycotter, disons, le gaz russe, pour finalement, quoi faire ? Se tourner vers le gaz azéri. Ce qui peut nous faire doucement rigoler, d'autant que, en fait, personne ne s'émeut, disons, du sort réservé aux Arméniens actuellement. Ah non, mais les Arméniens n'intéressent personne. C'est clair, d'ailleurs, les Arméniens sont quand même plus ou moins alliés à la Russie, en tout cas protégés par la Russie. L'Azerbaïdjan, on lui fait les yeux doux. Maintenant, entre le moment où même si des accords étaient passés et le moment où le gaz azerbaïdjanais arriverait, azéri si vous préférez, arriverait chez nous, il coulera beaucoup d'eau sous les ponts. Ces Azéris qui fournissent des armes d'ailleurs, qui fournissent des armes à tout le monde, notamment des drones et notamment à l'Ukraine. Hein, il faut les drones turcs sont fournis par l'Azérie et aussi par la Turquie d'ailleurs. La Turquie qui joue un drôle de double jeu, comme d'habitude, un jeu de bascule. Eux-mêmes reçoivent des armes des Israéliens, les Azéris. Ils reçoivent des armes, évidemment, ils sont traînés, ils sont cul et chemise avec Tel Aviv. Et avec l'industrie d'armement du tout petit Israël. Alors, cette fois-ci, quand même, c'est plus le Haut-Karabakh, c'est-à-dire le territoire de l'Artsakh, c'est plus le Nagorno-Karabakh ou le Haut-Karabakh qui est en question, c'est le territoire même de l'Arménie. Alors, le conflit a été arrêté, mais il est latent. Hein. Les braises sont chaudes et ne demandent comme les incendies de cet été qui ont brûlé plus de 120 000 hectares en France, mais qui sont aussi des incendies tout aussi spontanés
que celui qui a cramé la toiture de Notre-Dame, bien entendu. Personne n'est responsable, les forêts prennent feu comme ça, et c'est la faute aux mégots. Toujours les mégots, toujours les mégots. Et il faut bannir les mégots. D'ailleurs, vous voyez, fumer est dangereux, on en a la preuve directe. Donc, c'est le territoire de l'Arménie. On peut penser que j'avais commencé à écrire un livre sur le génocide pas arménien. Il y en a eu des milliers qui ont été écrits, mais sur le génocide des communautés chrétiennes du Proche-Orient, qui ne s'est pas arrêté depuis Abdulhamid le Rouge, Abdulhamid II, vers 1890-93, avec de grands massacres, aussi bien d'ailleurs à Constantinople. Je rappelle que Constantinople s'est appelé Constantinople jusqu'en 1930, ou 31 ou 32, juste avant la mort de Kemal Atatürk, et que Istanbul, qui s'écrivait d'ailleurs à AMB, on dit toujours un stambouliote, AMB, et non pas avec cette graphie ridicule, cette orthographe ridicule, péché je ne sais où. Donc, les grands massacres de chrétiens, notamment d'Arméniens, et pas seulement de Constantinople. Puis la fin de la Première Guerre mondiale n'a pas mis fin à ces massacres d'ailleurs, puisque à la suite du traité de Sèvres, les nationalistes, on appelle ça des nationalistes, les nationalistes conduits par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs, ont chassé les Grecs qui étaient là depuis 3000 ans. Faut le dire. On vient de fêter d'ailleurs le bicentenaire des grands massacres, non, le centenaire des grands massacres, excusez-moi, le grand centenaire des massacres d'Izmir. Ce sont des centaines de milliers de Grecs pontiques. Pontique, c'est le nord de la Grèce, et c'est toute la partie de la Turquie qui est sur lequel s'adosse Constantinople, Istanbul. Et on a chassé des centaines de milliers d'hommes, mais il y en a eu aussi des dizaines, voire des centaines de milliers qui ont été massacrés. Mais ça, on l'a oublié. Mais Monsieur Atatürk, étant un digne franc-maçon, qui parlait d'ailleurs fort bien le français, qui l'écrivait encore mieux, qui était en liaison avec nos loges et qui était adulé par le Quai d'Orsay. Lui, ces massacres étaient de bons massacres. Voilà. Et je pense, tout ça pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'éradication des chrétiens d'Orient n'a jamais cessé. Et ça fait donc maintenant un siècle et demi qu'elle se poursuit. Et on verrait la digestion de l'actuelle Arménie qui avait été protégée et créée par l'Union soviétique. On verrait la digestion par le monde turcophone et turcophage de l'Azerbaïdjan avec la bénédiction de la Turquie. Que ce ne serait pas, c'est pas totalement surprenant. Je pense que c'est d'ailleurs dans la logique historique des choses. Alors, notons qu'il y a une ligne de feu qui s'est allumée, comme par hasard, qui part de la Transnistrie, enfin qui est assez calme. La Transnistrie, c'est à l'est de la Moldavie. Et c'est un petit peuple. Ces gens sont des romanophones d'ailleurs. Ils parlent une langue très proche de l'italien ou du français. Et donc la Transnistrie n'est pas occupée, mais il y a un contingent de 1200, 1500 soldats russes et fait partie du lot qui tomberait dans l'escarcelle russe si la progression des forces russes se poursuit jusqu'à Odessa, le port de la Baltique, ce qui ferait de la partie ouest de l'Ukraine, cette partie ouest qui est en fait dévolue plus ou moins traditionnellement à la Pologne, ferait une zone enclavée et donc qui finirait par dépérir et revenir certainement à la Pologne. Et je pense que les Polonais ont cette idée derrière la tête. Mais également donc à l'est, nous avons ce conflit qui vient de se rallumer entre l'Azerbaïdjan
et l'Arménie, et qui est tout à fait inquiétant. Hein, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais si on va un peu plus loin en Asie centrale, on a aussi des affrontements. Et comme par hasard, tous ces affrontements, c'est ce que j'appelle cette ligne de feu, se déploie sur ce qu'on appelle le Rimland. Le Rimland, c'est cette ligne de démarcation, de partage non pas des eaux, mais de partage géopolitique qui a permis aux anglo-saxons, aux Anglais puis aux Américains de développer leur fameuse doctrine du containment, c'est-à-dire de l'endiguement ou dans l'encerclement de la Russie. Donc on voit bien que la guerre d'Ukraine pourrait très facilement déborder et a des implications qui partent de l'Afghanistan, d'ailleurs, qui partent de l'Afghanistan jusqu'à la Transnistrie. C'est une chose à surveiller, mais ne comptez pas sur CNews, sur BFM, etc., pour vous parler de tout ça, et encore moins sur les chaînes nationales, publiques. Et c'est bien pour ça que nous sommes là, du coup, pour faire le travail qu'ils ne font pas. De réouvrir quelques voies. Vous avez parlé tout à l'heure d'élagage. Oui, on peut faire tracer quelques layons. Ces layons, ce sont ces sentiers de coupe qui traversent les forêts, à partir duquel essayer de débroussailler cette actualité à la fois touffue, complexe et labyrinthique. Pour faire une transition, nous parlions précédemment de l'éradication des chrétiens d'Orient. On peut également parler de l'éradication des chrétiens d'Occident, qui elle-même se fait d'une manière plus douce par un terme qu'a employé Emmanuel Macron, la transition démographique, pour ne pas dire le grand remplacement. Alors, ces gens sont des poètes. La transition démographique, comme on parle de la transition énergétique. Mais la transition énergétique, ça a été le démantèlement de notre potentiel d'énergie, d'autonomie, d'indépendance énergétique avec le nucléaire, qui nous fournit encore 70%. On sait qu'on a, je ne sais combien, une vingtaine de centrales, de réacteurs qui sont à l'arrêt sur 56, alors que nous approchons de l'hiver, tout simplement parce qu'on les a pas entretenus et que les qualifications se sont perdues. Donc on croit qu'on va avoir de l'électricité avec des éoliennes. Tout ça est une arnaque sans nom, et on le sait. Tout le monde dit quand même, en parlant de l'éolien et du solaire, que ce sont des énergies intermittentes. Et donc, en fait, personne ne dit que derrière les éoliennes, il faut des centrales soit à charbon, soit à tourbe, à lignite, si vous préférez, à lignite, et encore plus du gaz, pour avoir des usines qui assurent la transition, non pas la transition démographique, mais la transition entre deux pannes de vent. Et en hiver, il n'y a pas beaucoup de vent, hein, on le sait, à certains endroits. Et le reste. Donc, bonjour l'énergie décarbonée. On pourrait dire aussi, on peut revenir tout à l'heure sur les bagnoles, c'est assez hallucinant. Mais on déplace de même. Vous savez qu'à un moment donné, on avait des poubelles flottantes certaines faisaient le tour de la planète, et on allait se débarrasser de nos saloperies, de nos ordures en Afrique, notamment. On les payait pour ça. Le tiers-monde est fait pour recueillir nos déchets. Et aujourd'hui, c'est le tiers-monde qui paye une facture salée pour l'extraction des terres rares, c'est-à-dire des minéraux comme le lithium et autres, qui sont nécessaires à la confection des batteries, ou qui fonctionnent dans les éoliennes. Enfin, tout ça est proprement hallucinant. Pour que nous ayons une bonne conscience, une conscience claire, que nous ayons les mains propres, on se décharge, on fait payer le tiers-monde au prix fort. Et on peut parler là aussi d'exploitation, puisque on lui paye certainement pas le prix, même si le marché est fixé à Chicago, par qui vous pouvez imaginer. Le marché des matières premières, ces gens, ces Africains qui dorment d'ailleurs sur un trésor, mais qui n'en sont que plus pauvres.
Alors, oui, donc transition démographique. Alors, on peut citer quand même, on va pas citer tous les faits divers, mais enfin, on sait qu'on veut, il y a Calac, je crois, en Bretagne, aurait accepté le maire d'accueillir des sans-papiers, des sans-papiers, un contingent. Il y a déjà plusieurs lieux en France où des châteaux ont été achetés pour accueillir ces braves gens qui ne parlent pas un mot de français, qui n'ont pas de qualification, qui ne trouveront pas de travail sur place, qui n'auront pas de permis de conduire, parce que d'abord, il faut parler le français pour passer le permis de conduire, au moins, au minimum. Mais je crois qu'on va dépénaliser l'absence de permis maintenant. Mais qui n'ont en tout cas pas de véhicule, qui vont s'emmerder comme des rats morts dans ces villages ruraux, parce qu'il n'y a rien, c'est vide. Le désert français, c'est une réalité. Et donc, Monsieur Macron a eu cette idée géniale, il faut disperser l'immigration dans nos campagnes. Voilà. Bienvenue, c'était des Ukrainiens, ou des Slovaques, ou des je ne sais quoi, ou même des Roumains. Je parle des Roumains, des vrais Roumains. Ces gens savent travailler, ils peuvent s'employer, ils ont une habileté manuelle au moins, même s'ils ne parlent pas la langue. Mais ce ne sera certainement pas le cas de ces gens qui arriveront du Sud-Soudan ou du Nord-Soudan d'ailleurs, qui arriveront d'Éthiopie ou du Golfe de Guinée, de l'ex-Afrique francophone, qui passe de plus en plus, c'est assez à mourir de rire, comme le Cameroun qui vient d'entrer s'intégrer au Commonwealth. Et où le Rwanda, alors que c'est une Rwandaise qui préside par le congrès, le je ne sais quoi de la francophonie, et qui a fait, non pas interdire, mais qui a fait de l'anglais la langue obligatoire, la langue obligatoire du Rwanda. Mais c'est en même elle qui donc dirige les institutions francophones. C'est proprement hallucinant. Je ne sais pas très bien où on va, mais on y va, ça c'est sûr. Alors, une anecdote rapportée par le Parisien, on vient d'arrêter le 21 septembre, oui, c'est encore relativement proche, 2 suspects d'une trentaine d'années qui sont soupçonnés. Alors, ils sont toujours soupçonnés, mais non, ils ne sont pas soupçonnés. On prend un type, le couteau sanglant à la main, et c'est un suspect. C'est un suspect, voilà, d'avoir participé, ils participaient, c'était eux, à un réseau d'immigration clandestine, et qu'ils avaient passé des familles entières par l'Italie ou l'Espagne pour les installer en Île-de-France ou au Royaume-Uni. Alors, tenez-vous bien, c'est ça l'intérêt, parce que ça, c'est banal, cette information. Ils demandaient entre 20 000 et 25 000 euros par personne pour un passage en Europe clé en main. Alors, je veux bien qu'on m'explique qu'au Bangladesh, ou au fin fond du Pakistan, des villages se cotisent, mais les villages sont pauvres, l'agriculture ne rapporte rien, le Bangladesh est inondé. Comment ces gens pouvaient trouver 20 000 ou 25 000 euros par personne et arriver avec le dernier smartphone en main, puisqu'en général, quand ils débarquent de leur petite barcasse, la première chose qu'ils demandent, c'est à recharger leur téléphone. Bon, voilà. Pour le bonheur de nous, mais il y a toujours des abrutis qui nous diront « Ah, mais avant, il y en avait tout autant, il y avait autant de faits divers, mais on en parlait moins. » Ce qui est une stupidité rare, mais nous vivons à l'époque de la plus grande stupidité, de la bêtise maximale. Le 9 septembre, donc on vient de l'apprendre seulement maintenant, à la porte de la Villette, on n'est pas très loin des zones de crack, un vieillard de 92 ans a été laissé pour mort après un tabassage en règle par un toxico-amant qui lui a volé son porte-monnaie. Ça, on n'en parle pas. On ne parle jamais de ces choses. Et surtout pas ou alors de façon tellement fugace. Ça fait 4 ou 5 mots dans les journaux. Et encore. Et puis, ça fait 3 mots, ça fait 15 secondes dans les bulletins d'information, si tant est qu'on en parle. Donc, c'est ça, la transition démographique voulue par M. Macron, qui est un homme heureux.
À propos d'ailleurs, cet homme heureux a dit, on parlait des éoliennes à l'instant, il vient d'inaugurer un parc éolien à Saint-Nazaire. Il y avait un ancien ministre, je ne sais qui leur avait promis, juré, ça sera très loin, on verra juste une tête d'épingle. En fait, ça se jette au visage des gens. Il n'y a plus de mer, il n'y a plus qu'une forêt d'éoliennes. C'est un parc combien je vais vous retrouver le chiffre. Alors, Monsieur Macron nous a dit que c'était un jour heureux, voilà, un jour extrêmement heureux, plus qu'heureux. 80 éoliennes de 175 mètres de haut, à 12 km des côtes, mais 12 km en mer. Et on les voit pas, c'est pas par beau temps, c'est par temps même brumeux qu'on les voit, parce qu'il y a des petites lumières clignotants. Donc ça pourrait être une conclusion provisoire, que l'enlaidissement du monde, ça fait suite au fait divers de ce vieillard de 92 ans, on peut parler d'un vieillard. L'enlaidissement du monde accompagne l'ensauvagement des mœurs, la déconstruction de la civilisation. Ne pas oublier que nos anarcho-communistes, nos marxistes, léninistes, marcusiens, tout ce que l'on veut, veulent faire du passé table rase. La langue française disparaît, le vocabulaire fond comme neige au soleil. Je vous renvoie à George Orwell. Si on veut maîtriser les pensées, eh bien on supprime les concepts qui représentent les choses, et en supprimant les mots qui représentent les choses, on supprime la chose elle-même. On sait que le QI moyen a perdu 4 ou 5 points ces dernières années. Alors que à Singapour, en Corée du Sud, au Japon, en Chine, il ne fait que monter. Dieu sait que la Chine, c'est vaste. Et qu'il y a toutes les catégories de population. Voilà. Alors donc, ce parc éolien, puisque M. Macron veut en couvrir la France entière, est un jour heureux dans des temps difficiles. Mais on sait, et je le répète, c'est une arnaque. L'éolien ne produit pas d'électricité, c'est de l'électricité subventionnée. C'est nous qui le payons par nos factures, sur nos factures d'électricité. Et si on arrêtait de subventionner, eh bien on verrait, comme aux États-Unis, des dizaines de milliers d'éoliennes s'arrêter et rester plantées là, bêtement, dans nos champs de patates et de betteraves. Alors, Monsieur V, je vous vois perplexe. Voulez-vous qu'on dise quand même un petit mot sur l'Italie ? Allons-y. En plus, il y a l'actualité qui est riche encore là-bas, avec la victoire du parti décrit comme post-fasciste Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni. Oui, écoutez, c'est encore une plaisanterie. C'est une alliance des droites formée avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Berlusconi. Alors, ils n'ont pas une très grosse majorité. Ils ont une majorité de 3, je crois. C'est assez fragile. Donc, de toute façon, Madame Meloni sera plus ou moins tenue. Elle sera déjà tenue par ses alliés qui ne partagent pas forcément tous ses points de vue. Mais il est intéressant, comme on a mentionné Madame Liz Truss, autrefois il y avait une expression quand la royauté passait aux mains des femmes, on disait qu'elle était tombée en quenouille. L'Europe est en train de tomber en quenouille avec Madame von der Leyen, certains appellent très méchamment et de façon très malséante, von der Putain, qui se prend pour un chef d'État. Personne ne relève, personne ne dit, mais elle n'est pas chef d'État, elle est chef de la Commission. Elle est présidente de la Commission. Il y a d'ailleurs en Europe un président dont personne n'entend parler. Je ne sais pas où il est, ce président, il est passé sous le tapis. Donc elle décide qu'on entre en guerre, qu'on va transférer autant d'argent en Ukraine, autant d'armes. Mais enfin, il ne faut pas oublier que Madame von der Leyen, je me demande si elle n'a pas été, si je me trompe, pardonnez-moi, je ne suis pas un robot, on me le demande assez souvent d'ailleurs, et elle est ministre de la Défense de l'Allemagne. En fait, c'est l'Allemagne qui, sous couvert de Madame von der Leyen, est en train de prendre les rênes, de tenir les rênes de l'Europe. Alors, il y a eu ce précédent aussi en Suède. On n'avait jamais vu ça. Alors là, quand même, on écrase. La presse se tait.
On n'insiste pas. La Suède est un petit pays, mais c'est un petit pays qui n'a pas fait vacciner, qui n'a obligé personne, qui n'a pas confiné et qui a été l'un des moins touchés par la pandémie covidesque. Pour ne pas dire grotesque. Pas covidesque, il y a des gens qui sont morts, on le sait qu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été malades, mais autour de moi, je ne vois que des vaccinés qui ont été malades une fois, deux fois, trois fois du Covid. Les super vaccinés ont tous eu le Covid. Donc, ça ne servait, comme a dit quelqu'un, alors ça servait à quoi? Oui, c'était un médecin qui m'a dit ça. Alors, revenons, donc on a Liz Truss, qui est une conservatrice, apparemment, et en Italie, on a cette post-fasciste, mais tout ça, c'est du baratin, c'est du spectacle. Parce que si Mélanie est contre l'immigration et prône le respect de la famille traditionnelle, qui sont deux thèmes qui hérissent, qui donnent de l'usticaire à nos européistes, qui nous ont jamais consultés sur ces questions, hein. Ils prônent l'homosexualité, les dysphories de genre. Les dysphories, c'est les changements de sexe, hein. La transsexualité, tout ce que l'on veut, les LGBTQ+, hein. Mélanie est quand même intéressante parce que c'est pas elle n'apparaît pas comme véritablement une souverainiste, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le fascisme, le post-fascisme ou le néo-fascisme, rien du tout. Elle ne soutient pas la sortie de l'Italie de l'Union européenne. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité de la dette italienne, qui est gigantesque, est détenue par l'Allemagne. Donc, on peut dire que Madame Meloni mangera dans la main des Allemands. Donc, elle ne remet en cause ni l'Europe, ni l'Union européenne telle qu'elle est, ni les valeurs, enfin apparemment si, un peu les valeurs, ni même l'euro. Elle prône, alors elle est totalement atlantiste, elle est totalement alignée sur la politique de l'OTAN. Le soutien, elle est en faveur d'un soutien inconditionnel à l'Ukraine et donc à M. Zelensky. Et elle est, on peut le dire aussi, c'est une sioniste revendiquée et une farouche islamophobe. Ce qui ne veut pas dire que moi je sois un islamophile forcené, mais il faut raison garder. Et l'islamophobie est aussi un levier. N'oublions pas que l'on dirige les peuples aujourd'hui à la fois par la peur, par la haine, par ceci, par cela. Bien des délinquants, des racailles tueuses, agresseuses de nos banlieues et d'ailleurs et de partout, puisque quand même les attaques par couteau, le chiffre remonte à loin, il n'est pas vérifié, mais on parlait de 120 attaques au couteau par jour il y a déjà quelques années en France. Hein, en France, ce ne sont pas forcément les musulmans. Plus un musulman est pieux, moins d'ailleurs normalement, puisqu'il existe différentes sortes d'islam. Je vous renvoie à mon livre Les Égarés, le wahhabisme est-il un contre-islam, qui est un livre qui aurait dû avoir un succès, c'est ce que disait un dénommé Morad El Hattam, aurait dû avoir un énorme succès, mais personne à croire que personne ne veut savoir, ni surtout ne veut comprendre. Il vaut mieux se concentrer, se polariser sur l'islam qui devient d'une certaine façon une sorte de bouc émissaire, alors que c'est plutôt les valeurs de l'Europe qui sont responsables et donc de l'immigration débridée qui sont responsables de tous nos malheurs et surtout des malheurs non seulement actuels mais des malheurs à venir. Alors notre première ministre, Madame Elisabeth Borne si vous préférez, en raccourci, tout le monde a le droit de changer de nom bien sûr, enfin apparemment, elle a dit avec verdeur, en étant très catégorique, que on sera, c'est-à-dire avec la présidente de la Commission européenne, avec Madame von der Leyen, à ce que les valeurs sur les droits de l'homme, sur le respect des uns et des autres. Ah bon, parce qu'on ne respecte pas les uns et les autres. Notamment, il faudrait demander à nos immigrés de respecter quand même la vie des Français. Hein. French Lives Matter. On pourrait avoir un slogan comme ça. La vie des Français, des C-francs compte aussi. Et apparemment, si on se réfère à ce vieux monsieur tabassé, dont la presse n'avait pas parlé, on vient de l'apprendre juste ces jours derniers, parce que son fils a finalement déposé plainte. Donc, et surtout,
le droit à l'avortement. On ne dit pas le droit sacré, mais c'est un droit sacré, au moment où d'ailleurs on vient de libérer la pilule du lendemain, la pilule avorteuse, pour jusqu'à l'âge de 26 ans, qui sera donnée gratuitement. Donc c'est aussi, là, c'est la licence à laquelle il est donné libre cours. La licence et le fait, c'est la débauche, hein, le fait de faire n'importe quoi, n'importe comment, alors que c'est du temps du général de Gaulle qui a eu la bonne idée de libéraliser, enfin plutôt de légaliser l'usage de la pilule, de l'institutionnaliser, et on nous fait croire que les associations en faveur de l'avortement se disent d'ailleurs pour la contraception et l'avortement. On ne voit pas en quoi l'avortement est une méthode de contraception. Je voudrais qu'on me l'explique. Mais je suis un blanc mâle de beaucoup plus de 50 ans et donc je suis forcément borné. Pas Bornstein, borné tout court. Voilà, donc il faut que le droit à l'avortement soit respecté par tous. Je rappelle que l'Italie, jusqu'à une période récente, ne reconnaissait pas le divorce. Il y avait une sacralité non pas de l'avortement mais du mariage, et que le mariage était un engagement qui ne se prenait pas à la légère. Dans mon enfance, les fiançailles duraient pas 6 mois, duraient 1 an, 2 ans, voire plus, jusqu'à ce que le garçon, l'homme, soit bien installé et les moyens d'entretenir sa famille, et que les choses étaient mûrement réfléchies. Et on voyait encore à l'époque des vieux couples qui n'avaient pas l'air de se déchirer comme on les voit aujourd'hui, où on a ces deux couples sur 3 qui divorcent. Je ne sais pas comment la société pourra tenir debout et reconduire la transmission des générations, la transmission génétique, j'ai utilisé un vilain mot, pardon, dans ces conditions. Voilà, je ne sais pas si on a encore autre chose à dire. Donc, Madame Meloni n'est pas ni post-fasciste, ni néo-fasciste, elle n'est rien du tout. C'est une européiste classique, elle n'est pas souverainiste, elle est identitariste pour le mieux, et en tout cas, c'est une atlanto-sioniste revendiquée et farouche. Vive l'Italie! Eh bien, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité. Et nous nous approchons de la fin de cette émission. Alors, pour ne pas conclure, si vous avez un petit mot de fin. Lisez mon dernier livre qui est paru chez Du Alpha, qui s'appelle Imposture et trahison, qui fait suite à un livre qu'on trouvait chez Contre-Culture. D'ailleurs, normalement, on devrait trouver Imposture et trahison dans la bibliothèque de Contre-Culture. On avait acheté, je crois, quelques exemplaires, qui fait suite à un livre publié par Kaka, Contre-Culture, et qui s'intitulait Macron l'imposture. L'imposture, la destruction de l'État souverain. Et ben, on assiste à cette destruction accélérée sur tous les plans. Ne pas oublier que après avoir détruit une école qui n'était pas forcément très très bonne, qui était l'École nationale d'administration, Monsieur Macron vient de supprimer toutes les filières pour les conseillers diplomatiques, donc pour de formation à la diplomatie. Il y avait autrefois un concours des affaires étrangères qui avait déjà disparu, qui avait été refondu dans l'ENA. On peut dire quand même que la diplomatie c'est à la fois une culture, une histoire, et donc c'est une discipline, on peut dire, c'est une discipline qui doit être mûrie, expérimentée et cultivée. Il faut beaucoup lire. Je crois que c'est le marquis de Saint-Aulaire qui a écrit pour ceux qui ont envie de lire, des biographies absolument remarquables de Richelieu, de son successeur, de son élève Mazarin et de notre ami le prince de Périgord, c'est-à-dire Talleyrand. C'est qui était une des plus belles familles, une des plus nobles et vieilles familles de France, et que l'on a appelé le diable boiteux. Mais Napoléon le qualifiait disait de lui, c'est de la merde dans un bas de soie. Ceci dit, son parcours est extraordinaire, ça vaut tous les romans. N'écoutez pas les prix Goncourt et toutes ces saletés. Lisez les biographies de Marquis de Saint-Aulaire. C'est pas toujours facile à lire parce que c'est du vrai français et que la langue est en train de se perdre. À nous de la faire revivre. Haut les cœurs.
Merci beaucoup aussi aux auditeurs. Je vous dis tous à bientôt. Merci Monsieur V, merci infiniment, merci à toutes et à tous, et faites connaître cette émission qui tente de remonter un peu le courant.